L'intelligence artificielle et l'esprit humain. Est-ce que le fonctionnement de l'intelligence artificielle peut ressembler au fonctionnement de l'esprit humain, de l'intellect humain ou non? Est-ce que dans le futur, l'avenir, l'intelligence artificielle atteindra un tel niveau afin de pouvoir raisonner, argumenter comme un être humain? Philosophiquement, il y a beaucoup de questions, surtout dans la philosophie des sciences. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions par rapport à ce sujet. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer les idées, les théories courantes, surtout en Occident, concernant le fonctionnement de l'intelligence artificielle, le fonctionnement de l'esprit humain. Après, je vais comparer avec la philosophie islamique de Mullah Sadra. D'après les définitions et les argumentations de Mullah Sadra du fonctionnement de raisonnement humain, est-ce que l'intelligence artificielle atteindra un tel niveau afin de comprendre comme un être humain, concevoir comme un être humain et raisonner comme un être humain? Dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue sur l'émanation. Ici, je publie des vidéos sur la philosophie et la gnose. J'essaye d'analyser les propos des philosophes, des gnostiques, de les comprendre, de les étudier et vous expliquer de manière détaillée. Et si j'ai des critiques ou je veux comparer avec d'autres philosophes, d'autres gnostiques, je le fais dans plusieurs de mes vidéos. Si vous n'avez pas encore visionné mes autres vidéos, essayez de découvrir les playlists que j'ai créées sur ma chaîne L'Émanation et profitez de ces vidéos. C'est la deuxième vidéo que je publie conformément à la philosophie de Mullah Sadra. Mullah Sadra est un philosophe musulman iranien. Il est né à Shiraz, une des grandes villes en Iran, et il a été enterré en Irak dans le mausolée de l'imam Ali alayhi salam à Najaf. Il est né en l'an 979 de l'Hégire dans le calendrier grégorien, on peut dire 1571 ou 72 à peu près, et il est décédé en l'an, d'après le calendrier hégirien, en l'an 1045. Il y a en fait deux narrations en tous les cas, ce qui est équivalent, 1045 ou 1050, ce qui est équivalent dans le calendrier grégorien à l'année 1640. Voilà. Un philosophe musulman de l'Iran qui a eu beaucoup d'impact sur les philosophes qui sont venus après lui, et jusqu'à maintenant aussi sa philosophie, al-hikmatul muta'aliya, la sagesse, la philosophie transcendante, domine toujours la pensée des philosophes. Même si on peut dire qu'il a hérité pas mal de choses des philosophes précédents, comme Sohrawardi, comme Avicenne, même des gnostiques comme Ibn Arabi, etc., etc., mais quand même, ses ouvrages sont très profitables pour comprendre la philosophie islamique. Très bien. Concernant ce sujet, le fonctionnement de l'intelligence artificielle et la comparaison avec le fonctionnement du raisonnement humain, bien sûr, à cette époque-là, l'intelligence artificielle n'existait pas, mais ici, il y a un point commun entre ces deux. L'intelligence artificielle essaye d'imiter le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de raisonnement humain. Alors, dans la philosophie, depuis des siècles, les philosophes ont toujours développé ce sujet. Comment mon cerveau pense? Comment apprend? Comment voit les choses? Comment comprendre les situations? C'est quoi le fonctionnement de la pensée humaine? Donc, si je comprends parfaitement le point de vue des philosophes anciens concernant ce sujet, je peux le comparer avec les théories existantes concernant
le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Donc, dans ce cas, je peux donner l'avis de Mullah Sadra concernant cette question. Est-ce que l'intelligence artificielle pourra un jour atteindre le niveau de raisonnement, de la réflexion d'un être humain ou non? Est-ce que le savoir, en termes généraux, la science que l'homme obtient, l'homme gagne, est la même chose chez une intelligence artificielle ou non? Ici, nous avons besoin de comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne, comment le cerveau, dans le sens matériel, et l'intellect humain, l'esprit humain fonctionnent, et après, nous allons pouvoir comparer ces deux afin de comprendre. Très bien. D'abord, je dois vous expliquer le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Après, je vais vous expliquer les théories existantes en Occident concernant le fonctionnement du cerveau humain et finalement ce que Mullah Sadra pense par rapport à ce sujet. En résumé, le fonctionnement de l'intelligence artificielle a beaucoup de détails, mais en résumé, une explication simple. L'intelligence artificielle est comme un logiciel, un programme, basé sur des processeurs desquels elle prend sa force afin de pouvoir traiter les tâches et les opérations. Un programme. Ce logiciel fait quoi exactement? Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la collecte des données. Un logiciel sans avoir des données ne peut rien faire, comme un cerveau vide. D'accord. La collecte des données et la fragmentation de toutes les données reçues. Une fois que tu lui donnes les données, ce programme, ce logiciel, les transforme en chiffres, en nombres, afin de pouvoir les traiter. Ça veut dire le terme le ciel, le soleil, le terme le livre, bague. Ce logiciel qu'on appelle l'intelligence artificielle ne les comprend pas comme ce que tu comprends. Il comprend le mot livre sous terme de plusieurs nombres et chiffres, et non une réalité qu'il y a derrière ce mot. C'est le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Toutes les données sont transformées en nombres, en chiffres, afin de pouvoir être traitées par ce logiciel. Donc, la première étape, c'est la collecte des données et la transformation en nombres. La deuxième étape, c'est l'entraînement. Tu dois nourrir ce logiciel. Nourrir de quelle manière? Une fois les données sont collectées et que tu lui as transféré assez de données, cette intelligence artificielle peut se tromper. Pourquoi? Parce qu'il y a des chiffres, il y a des nombres, elle doit savoir, après cet ensemble de nombres et de chiffres, quel ensemble, quel groupe de nombres doit se placer. Elle essaye de placer par exemple le terme livre à côté des autres termes. Elle se trompe, tu corriges, elle se trompe, tu corriges. Une fois les erreurs sont diminuées, elle va comprendre par hypothèse, une fois le terme livre a été utilisé, par la suite, quel terme doit être utilisé. Et par cet ensemble, un ensemble d'hypothèses, et en diminuant les erreurs, il arrive à combiner un ensemble des groupes de chiffres les uns à côté des autres afin de pouvoir formuler des phrases, des argumentations, etc., etc. Ça, c'est le niveau de
l'entraînement, l'étape de l'entraînement. La troisième étape, c'est la création d'un modèle. Une fois la collecte des données et par la suite l'entraînement est terminé, tu en fais un modèle. Ça veut dire que tout ce que tu as fait, ce logiciel, tu la fermes telle qu'elle est, cette application ou ce logiciel. On dit que l'IA est gelée, d'accord? En anglais, on dit freeze. Ça veut dire que tu fermes, tu l'emballes, tu fais un emballage, et ça devient comme un modèle de l'IA. C'est pour ça que chaque année, de nouveaux modèles sont présentés. C'est de cette manière. Et voilà, une fois tu as eu un tel modèle, ce modèle est présenté au public, l'utilisateur. Moi, je commence à taper, à écrire quelque chose pour communiquer avec l'IA. Je communique avec ce modèle. Ce modèle a eu énormément de, on peut dire, de données. Ce modèle les a déjà transformés en nombres, en chiffres. Ces chiffres, on les appelle en anglais tokens. D'accord? C'est pour ça que lorsque tu envoies une demande, tu as écrit une phrase. L'IA transforme tes phrases en nombres. Ça veut dire que même la compréhension de la phrase que tu lui as donnée chez une IA est différente que chez un être humain. Parce que cette IA les comprend comme un ensemble de chiffres. C'est le fonctionnement de l'IA. Ta demande a été transformée en nombre, en plusieurs tokens. Ensuite, il essaye de les assimiler, de chercher des groupes de nombres similaires au groupe de nombres que tu lui as donné, afin de collecter un ensemble de données pour te donner une réponse. C'est le fonctionnement de l'intelligence artificielle en 4 étapes, on peut dire, de cette manière. Alors, c'est en résumé. Après, on peut entrer dans les détails, mais bon, la vidéo est une vidéo philosophique. En Occident, il y a plusieurs points de vue concernant le fonctionnement du cerveau et de l'esprit humain. Les points de vue ou les théories qui défendent le fait que l'intelligence artificielle atteindra un jour le même niveau du raisonnement et de la réflexion de l'esprit humain. Ces philosophes, ce groupe, ces théoriciens sont quelques-uns philosophes, d'autres sont des mathématiciens, etc., des philosophes dans la philosophie des sciences. Voilà. Ils ont donné des théories. Si vous voulez chercher sur Internet afin de vous renseigner, il y a la théorie du fonctionnalisme comportemental. Il y a la deuxième théorie, l'illusionnisme ou le modèle des versions multiples de Daniel Dennett. Il y a aussi la théorie du fonctionnalisme et il y a le matérialisme éliminativiste. Ces 4 théories sont très courantes. Vous pouvez tout simplement chercher sur Internet afin de lire en détail ces théories. En résumé, qu'est-ce qu'elles disent? La plupart d'entre eux, alors, la première théorie, par exemple, le fonctionnalisme comportemental, il dit la pensée n'est pas une essence invisible, mais une capacité opérationnelle. Lorsque tu réfléchis, il n'y a pas une opération invisible. Tout ce qui se passe, ce sont des opérations mathématiques dans ton cerveau. Au-delà de ces opérations, il n'y a rien. L'homme, le cerveau humain aussi, ne comprend pas trop les réalités derrière les mots. Juste, le cerveau fait des opérations mathématiques. C'est pour ça qu'ils disent que c'est exactement la même chose chez une intelligence artificielle.
si on arrive à les améliorer régulièrement, les modèles d'intelligence artificielle aussi pourront réfléchir de la même manière que l'esprit humain. D'autres, par exemple, dans la théorie, l'illusionnisme ou le modèle des versions multiples, ils disent la conscience subjective n'est qu'une illusion générée par le cerveau. L'esprit est un assemblage de calculs algorithmiques sans sein central ni présence interne. Encore proche de la première théorie. Troisième, l'esprit est un logiciel comme un programme qui se base sur une physique, le cerveau. Si on comprend comment fonctionne ce logiciel, on peut améliorer l'intelligence artificielle pour avoir le même fonctionnement. Comment fonctionne ce logiciel qui se base sur le cerveau? Le cerveau est comme des processeurs. Ce sont des opérations mathématiques. Encore, quatrième, d'un philosophe de l'esprit, on peut dire canadien, il dit les concepts d'âme, d'intériorité ou d'intention sont des fictions obsolètes. La réalité de la pensée se réduit exclusivement à la physique des circuits neurocalculatoires. Voilà. La plupart de ces théories se basent sur une phrase. Le cerveau humain, c'est le cœur de la réflexion. C'est le cœur de raisonnement. Ce cerveau ne fait que des calculs mathématiques. Donc, l'intelligence artificielle, à la base, a le même comportement. Donc, avec des mises à jour, avec des améliorations, l'intelligence artificielle sera au même niveau que l'esprit humain. Dans la philosophie islamique, la base est différente. Ici, ils pensent que la base de l'esprit humain, de sa réflexion, c'est le cerveau physique. Dans la philosophie islamique, la base de raisonnement et de la réflexion n'est pas ce cerveau physique, mais c'est l'esprit qui est invisible. Il y a une différence fondamentale entre ces deux. 2. La réflexion chez un être humain, d'après les philosophes musulmans et beaucoup d'autres philosophes non musulmans aussi, c'est la même chose. Le fonctionnement de raisonnement de l'esprit humain est comment? L'esprit humain a une collecte des données, mais pas comme l'intelligence artificielle. D'après la philosophie islamique, lorsque tu veux comprendre et raisonner, par exemple, je veux comprendre et avoir une vision de cette bague. D'accord. Cette bague ne peut pas entrer dans ma tête parce que c'est une chose matérielle. Je ne peux ni l'intégrer et la faire entrer dans mon cerveau physique, ni dans mon esprit. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je copie une image de cet objet matériel, une image qui n'a pas des contraintes de cet objet matériel. Quelles contraintes? Par exemple, la main. Je regarde ici ma main. Lorsque je veux regarder cette face de la main, je ne peux pas regarder ce qu'il y a derrière. Vous voyez. Lorsque je regarde ce qu'il y a derrière, cette face est cachée à mes yeux. Je ne peux pas voir ce qu'il y a ici. Soit je regarde une face et l'autre face est absente. Ce sont des contraintes de la matière, d'après les philosophes musulmans. La matière est couverte par des contraintes. Il y a des contraintes. Il y a un mur devant toi.
Tu regardes le mur, mais tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a derrière. Très bien. Tu regardes la chambre dans laquelle tu es. Si la porte est fermée, tu ne peux pas voir l'extérieur, le salon. Mais lorsque je te demande, décris pour moi ton appartement. Tu as une vision sans contrainte dans ta tête de ton appartement. Dans ton raisonnement, ton appartement est présent. Toutes les pièces de ton appartement sont présentes lorsque tu réfléchis. Tu ne peux pas dire que « Attends, maintenant dans ma tête, je suis dans la chambre. Je ne peux pas te dire ce qu'il y a dans le salon. » Non. Dès que je te parle de ton appartement, une image présente de tous côtés, sans contrainte, sans blocage, sans obstacle, se présente dans ton esprit. Il n'y a pas de contrainte. D'après la philosophie islamique, le fonctionnement de l'esprit humain concernant des choses matérielles est ainsi. Ça veut dire que je regarde une chose matérielle, j'en tire une image détachée des contraintes de la matière, une image libre qui est compatible à mon esprit. C'est mon esprit qui crée cette image. C'est mon esprit le créateur de cette image. Cette image n'est plus séparée de mon esprit, parce que mon esprit l'a créée. Mon esprit est l'intelligent. Mon esprit est à la fois l'intelligible, parce que l'image que mon esprit a créée de cet objet, de cette main, de cette bague, c'est mon esprit le créateur. L'image se trouve où? Dans mon esprit. Je ne parle pas du cerveau physique, de l'esprit invisible. L'image se trouve où? Dans mon esprit. L'image se trouve dans une partie de mon esprit. Non, l'esprit invisible n'a pas plusieurs pièces comme une pièce matérielle. Cette image est tout mon esprit. Mon esprit est tout cette image. Lorsque mon esprit se tourne vers une telle image, tout mon esprit est tout cette image, toute cette image. Tout comme aujourd'hui. Maintenant, vous voulez vérifier votre esprit et votre âme. Vous êtes à la fois quelqu'un qui sait la mathématique, à la fois quelqu'un qui sait, par exemple, la médecine, qui sait comment conduire, qui a le savoir en plusieurs domaines, mais ces savoirs ne sont pas fragmentés en plusieurs pièces dans votre tête. Tu fermes la porte de la mathématique dans ta tête, tu ouvres une autre porte. Non, il y a un esprit invisible qui n'a pas les contraintes de la matière, et cet esprit crée des images. Qu'il veut comprendre et raisonner concernant une chose matérielle, il en tire une image, il détache cette image des contraintes de la matière, alors le résultat est présent dans ton esprit. C'est une présence. Ça veut dire que mon esprit est une chose, cette image est une chose séparée? Non. Si c'est de cette manière, cette image n'existerait plus. Cette image est la même chose que ton esprit. Tout comme sur Dieu, nous disons la même chose. Son essence est l'omniscient, l'omnipotent, la source de l'existence. Une essence avec plusieurs faces. Pour nous, c'est une multiplicité, mais réellement, il n'y a que d'unité. C'est le fonctionnement de l'esprit humain face aux choses matérielles. Après,
toutes les données collectées dans l'esprit humain ne sont pas liées aux choses matérielles. Il y a des choses immatérielles liées à la matière, comme les imaginations. Il y a des choses immatérielles qui ne sont même pas liées à la matière, comme des concepts purement immatériels. Alors, concernant ce genre de sujet encore, c'est plus compréhensible. Une imagination, c'est ton esprit le créateur. Cette imagination n'est pas séparée de ton esprit, c'est au sein de ton esprit. Il n'y a pas de dualité. Pour comprendre, nous donnons une dualité entre l'image créée et notre esprit. Mais leur réalité n'est qu'une seule réalité. C'est le fonctionnement de l'esprit humain concernant une chose matérielle. Après, il y a des choses immatérielles liées à la matière comme l'imagination. Il y a des choses immatérielles, purement immatérielles, qui ne sont pas liées à la matière. Concernant ce genre de concept aussi, c'est la même chose. Ton esprit crée. Nous, pour comprendre une telle chose, nous devons donner une multiplicité, une dualité entre le concept créé et l'esprit qui est le créateur. Mais réellement, il n'y a que l'unité. Il n'y a qu'une seule réalité, c'est l'esprit. C'est pour ça que les philosophes musulmans défendent la théorie de ittihadul aql wal ma'qul. Ittihadul aql wal ma'qul, ça veut dire qu'il n'y a que l'unité. L'union, il y a une union entre al-aql, l'intellect ou celui qui raisonne, wal ma'qul et l'intelligible. C'est la même chose. Il n'y a pas de dualité entre ces deux. C'est ce que les philosophes musulmans pensent. Alors, d'après ce que je vous ai expliqué de l'intelligence artificielle et ce que je vous ai expliqué de la philosophie islamique, il y a des différences fondamentales entre ces deux. Ce qui fait que l'intelligence artificielle, avec le fonctionnement actuel, ne pourra jamais se remplacer par l'esprit humain. Ceci ne veut pas dire que l'intelligence artificielle n'est pas profitable, n'est pas utile. Non, je ne veux pas dire ça. Mais ici, la question, c'est autre chose. Est-ce que l'intelligence artificielle peut se remplacer par l'esprit humain? C'est ça la question. Sinon, l'intelligence artificielle est profitable, utile, on en profite, mais il ne faut pas confondre les sujets. L'intelligence artificielle, même améliorée pendant des années, ne peut pas se remplacer par l'esprit humain, par le raisonnement de l'esprit humain. Il y a deux mondes tout à fait différents. Parce que le fonctionnement de l'esprit humain n'est pas une opération mathématique, des calculs opérationnels. Pas du tout. En ce qui concerne l'esprit humain, c'est une création. L'âme et l'esprit humain créent l'image, et l'image n'est séparée de cet esprit. Il n'y a même pas une petite distance entre ces deux. Il n'y a pas de dualité entre ces deux. Quant à l'intelligence artificielle, non. L'intelligence artificielle est vide, n'a aucun lien avec les données collectées. C'est nous qui lui donnons les données collectées. 1. Comment l'intelligence artificielle les comprend? Elle ne les comprend pas. Il y a une dualité entre les données collectées et l'intelligence artificielle, toujours. La dualité existe. La compréhension de la réalité derrière les mots est absente, parce que ces chiffres ne sont que des chiffres. Tant qu'il y a une dualité, tant qu'il y a la matière comme des chiffres, il n'y a que l'absence, comme je vous ai dit. Tu vois cette face de la main, l'autre face de ta main est absente à tes yeux. Pour l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Tu lui donnes
une phrase, elle les transforme en tokens, les autres sont absentes à l'intelligence artificielle. Elle doit revérifier. Ça aussi est une différence fondamentale. Une autre chose, l'intelligence artificielle ne comprend pas la réalité derrière les mots, derrière les concepts. Elle ne comprend que des nombres et des chiffres. Ça veut dire, plus tu nourris l'intelligence artificielle avec des données, tu ne peux pas dire que plus elle comprend mieux, elle raisonne. Non, elle a des données. Très bien. La compréhension est autre chose. La compréhension, le raisonnement, ça c'est autre chose. Le raisonnement dans l'intelligence artificielle, c'est la profondeur des calculs. Troisième différence fondamentale. Alors que le raisonnement de l'esprit humain n'a rien à voir avec la profondeur des calculs. Le raisonnement de l'esprit humain est la profondeur de la création. C'est tout à fait différent. En tous les cas, chez l'intelligence artificielle, il n'y a que de la matière, des chiffres, des nombres et tout. Il n'y a que dualité et il n'y a que visible. Chez l'esprit humain, il n'y a que l'invisible. Que l'invisible. Il n'y a pas de dualité. Quoique les experts de l'intelligence artificielle fassent, l'intelligence artificielle ne peut pas avoir une union avec les données. Parce que l'union est quelque chose qui se réalise à l'invisible. Mais avec ce fonctionnement actuel, il est impossible. Donc, l'intelligence artificielle peut s'améliorer parfaitement, oui. L'intelligence artificielle peut développer ses données, oui, sans faute. L'intelligence artificielle peut approfondir son raisonnement, le raisonnement dans le sens des calculs profonds, mathématiques, oui. Mais la base est toujours différente. Le monde est toujours différent avec le monde du raisonnement de l'esprit humain. C'est un monde visible, c'est un monde de chiffres. Les chiffres sont attachés aux contraintes, alors que l'esprit humain est détaché des contraintes. Le fait qu'on imagine que ces deux peuvent se ressembler, c'est un paradoxe. Jamais une intelligence qui est, on peut dire, qui s'est noyée dans des contraintes, des chiffres, ne peut pas être identique à un esprit qui n'a pas de contraintes. Impossible. Voilà. On peut en parler pendant des heures et des heures, et après, si cela vous intéresse, je peux continuer même dans d'autres vidéos. Regardez le livre Risala fi ittihad al-aqli ma'al ma'qoul de Mullah Sadra. Mullah Sadra a parlé de ce sujet, de l'union de l'intellect et de l'intelligible dans plusieurs de ses ouvrages. Par exemple, dans le livre Al-Hikmatul Muta'aliya, si vous voulez la référence, Al-Hikmatul Muta'aliya, le volume 3, page numéro 312. Là, il en parle en plus de 30 pages, 40 pages. Mais ici, dans ce livre, en résumé, il parle encore de ce sujet de manière encore plus structurée, plus résumée, de ittihadul aqil bil ma'qul, l'union de l'intellect et de l'intelligible. Dans d'autres de ses ouvrages aussi, il en parle. Comme les autres philosophes, tous les philosophes, on peut dire,
ils ont parlé de ce sujet, au moins les philosophes musulmans. Le titre في أن التعقل عبارة عن اتحاد العاقل بالمعقول. Le raisonnement n'est que l'union de l'intellect et de l'intelligible. Là, la définition sépare totalement le fonctionnement de l'esprit humain avec le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le cas chez l'intelligence artificielle. El-Ittihad, l'union chez l'intelligence artificielle, n'existe pas et ne peut pas exister et n'existera pas. Ça c'est la définition de raisonnement. Aqulu wa billahi at-tawfiq. Je dis et le succès provient d'Allah. Inna suwar al-ashya' ala darbayn. Les formes tirées des choses sont en deux sortes, en deux catégories. Première catégorie, les formes qui ne proviennent que de la matière, des choses matérielles. Deux, les formes qui proviennent des objets immatériels. La première catégorie, suratun qiwam wujudiha bil maddati al jismaniyya, une forme, la première est une forme dont la consistance d'existence repose sur la matière corporelle. ومثل تلك الصورة لا يمكن أن يكون معقولا. Une telle forme ne peut pas être intelligible. La main telle qu'elle ne peut pas être dans mon esprit. C'est une physique qui ne peut pas être entrée dans ma tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, pourquoi? لأن وجودها عين الاحتجاب والغيبة لتشاركها معنى العدم. Ici encore, une différence fondamentale, car son existence est l'occultation et l'absence même du fait qu'elle participe de la notion de néant. L'existence de chacune ici, le terme arabe, حيث وجود كل شيء منه يساوق عدم الآخر. L'existence de chacune équivaut l'absence de l'autre, l'inexistence de l'autre. وحضور كل جزء منه يلازم غيبة الآخر. Et la présence de chaque partie implique l'absence de la suivante. Comme la main, l'exemple de la main que je vous ai donné. D'accord? Et c'est exactement le fonctionnement chez l'intelligence artificielle. Ce qui est impossible chez l'esprit humain. Parce que l'esprit humain fonctionne avec la présence et non avec l'absence. Mais du fait qu'il y a une dualité avec des contraintes de la matière, ça, c'est impossible pour l'esprit humain. Mais c'est exactement le même fonctionnement chez l'intelligence artificielle. Une différence fondamentale entre ces deux. Il continue, il dit وَالْعِلْمُ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُودِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ وَحُضُورِهِ عِنْدَهُ. Le savoir, la connaissance, est quoi exactement? La connaissance عبارة عن وجود شيء لشيء consiste en l'existence d'une chose pour une autre. وحضوره عنده, et sa présence auprès d'elle. Cette présence ne se trouve pas chez l'intelligence artificielle, mais se trouve chez l'esprit humain. فما لا وجود له في نفسه كيف يكون موجودا لأمر آخر. Une telle matière qui ne peut pas avoir une existence indépendante pour elle-même, comment on peut avoir une existence chez une autre chose? Pas possible. Cette matière, cet objet ne peut pas être existante dans l'esprit humain. C'est l'esprit qui crée une image sans contrainte de cette matière afin de pouvoir rendre cet objet intelligible. Athania, deuxième catégorie des formes, sont des formes tirées des choses immatérielles.
soit des choses immatérielles liées à la matière, comme les imaginations, les illusions, soit des choses immatérielles qui ne sont pas liées à la matière, comme des choses purement immatérielles dont on parle dans la philosophie. Là aussi, il commence à expliquer comment fonctionne l'esprit humain. Et après, il parle des concepts purement immatériels. وذلك لفرط خلوصها وتجردها عن المادة. Bon, j'essaye d'être un peu en résumé. Il explique, après dans le chapitre suivant, il veut donner encore plus de détails concernant le fonctionnement de l'esprit et de l'âme humaine. Juste, je lis ce passage, ce paragraphe. فانظر أيها العاقل, regarde, ô intellectuel, ô homme qui peut raisonner, qui peut réfléchir. الذكي, sage, في أمر النفس, regarde et réfléchis concernant les états de ton âme, les états de ton esprit, وأطوارها, et ses différentes situations, ونشآتها الوجودية, ces différentes positions existentielles, وكونها في كل طور وجودي متحدة مع طائفة من موجودات, et que à chaque situation, ton âme ou ton esprit a une union avec la situation dans laquelle elle se trouve. Par exemple, l'esprit humain se trouve orienté vers la matière. Tu vois un esprit, on dirait, totalement matériel, totalement attaché à la matière, dans les plaisirs, les passions, etc., etc. Mais tu vois aussi ton esprit orienté vers des choses immatérielles liées à la matière, comme l'imagination, comme lorsque tu veux faire des poèmes, tu veux dire et déclamer des poèmes. Là, c'est comme si ton esprit n'est qu'un esprit immatériel lié à la matière. Et une fois tu regardes ton esprit orienté vers des concepts purement immatériels et tu vois un esprit totalement compatible avec ce monde. Après, Mullah Sadra, il dit فَهِيَ مَعَ الْبَدَنِ طَبِيعِيَّةٌ بَدَنِيَّةٌ. Ton esprit, lorsqu'il est orienté vers ton corps, on dirait un esprit totalement corporel. وَمَعَ الْحِسِّ حِسٌّ. Ton esprit orienté vers les émotions, on dirait un esprit totalement émotionnel. وَمَعَ الْخِيَالِ خِيَالٌ. Ton esprit orienté vers les illusions, les imaginations, on dirait un esprit totalement on peut dire un esprit totalement imaginable. وَمَعَ الْعَقْلِ عَقْلٌ. Et lorsque ton esprit est orienté vers la raison, les concepts purement intelligibles, on ne voit qu'un esprit purement immatériel. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Après, il dit ça fait partie des mystères de la création, le fonctionnement de l'esprit humain. Mais dans la philosophie islamique, ils ont essayé de développer, de l'argumenter ainsi de cette manière. En résumé, l'intelligence artificielle peut atteindre le même niveau de raisonnement, de la compréhension, de la connaissance de l'esprit humain? La réponse, non, absolument pas. Dans l'esprit humain, il y a l'union. Chez l'intelligence artificielle, il y a toujours une dualité. Chez l'esprit humain, il n'y a que la présence. Chez l'intelligence artificielle, il n'y a que l'absence. Chez l'esprit humain, il n'y a pas de contraintes, mais chez l'intelligence artificielle, il n'y a que des contraintes des nombres, des chiffres, etc., etc. Le raisonnement chez l'esprit humain n'est pas en fait un approfondissement dans les calculs mathématiques, c'est un approfondissement dans la création. Mais chez l'intelligence artificielle, le raisonnement, c'est d'approfondir les calculs mathématiques, deux champs, deux mondes tout à fait différents
d'après la philosophie islamique. Je répète encore, ceci ne veut pas dire que l'intelligence artificielle est inutile. Non. Cette vidéo, j'ai essayé de répondre à une seule question. Est-ce que l'avenir de l'intelligence artificielle, nous allons voir un jour où elle se remplacera par l'esprit humain? La réponse, il est impossible d'après la philosophie islamique. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet ou vous voyez que ce sujet vous intéresse, je peux développer encore plus. C'était seulement un résumé de ce que les philosophes musulmans comme la Sadra pensent, de ce que les théoriciens concernant l'intelligence artificielle pensent. Sinon, je peux développer et vous expliquer encore avec plus de détails. Écrivez dans les commentaires, je vais lire et je vais en faire encore beaucoup d'autres vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.